Deuxième vidéo sur Houdini. Donc là, on va rentrer un petit peu plus dans le système nodal. Donc, je vous ai déjà parlé un petit peu dans la vidéo de cette vue nodale qu'on a ici sur le côté, donc qui permet de parenter, etc. Mais là, en fait, ce n'est que la première couche. Et donc, ce qu'on manipule ici sont les transformes en fait des objets. Donc, les transformes des objets, c'est là-dedans qu'on retrouve la translation, la rotation, le scale. Ici, en plus, les pivots, etc. Mais en fait, à ce transform est attachée une géométrie. Et c'est ça qu'on voit à l'écran, qu'on voit dans le viewport ici, c'est la géométrie qui est derrière. Maintenant, comment accéder et comment modifier cette géométrie? Eh bien, simplement en double-cliquant sur l'objet. Voilà, donc en double-cliquant dessus, donc je passe en fait comme tantôt en mode sélection d'objets, donc je rentre à l'intérieur et on voit que les autres objets sont désélectionnés. Alors comment je peux naviguer maintenant une fois que je suis là? Eh bien en fait, on voit ici dans cette barre où je me situe en fait dans la hiérarchie d'objets. Donc là je suis dans le Torus Object 1 et le route c'est OBJ, ce qui reprend en fait toute la scène qu'on a devant soi, quoi. Donc si je clique maintenant sur OBJ, hop, je remonte d'un cran, donc c'est vraiment comme remonter d'un directory. Et donc maintenant je vois à nouveau toute la scène. Alors, élément que je n'ai pas vraiment détaillé pour le moment, c'est que chaque fois que vous allez sur un objet, vous avez un petit menu radial qui pop, qui correspond en fait à ce qu'on voit ici, donc un petit bouton bleu et un petit bouton vert. Donc le bouton bleu, c'est pour gérer la visibilité d'un objet. Donc si je clique dessus, l'objet disparaît. Si je clique dessus, il réapparaît. Ce qui revient au même en fait ici de cliquer sur la grosse icône ou sur la petite, c'est pareil. Le vert, c'est juste pour rendre l'objet sélectionnable ou pas. Donc, si vous le désélectionnez, en fait, il est loqué et vous ne pouvez pas le sélectionner directement en utilisant donc l'outil de sélection dans la scène. Par contre, vous pourrez toujours évidemment le sélectionner en cliquant sur l'icône, enfin sur le node ici. Et le I ici, c'est pour avoir des informations en fait sur votre objet. Donc le I, ça pop une fenêtre qui reste. Qui vous donne toute une série d'informations. On n'a pas grand chose comme information ici parce que la forme en fait, enfin le torus ici est sous forme de primitive. Je vais revenir là-dessus après. Vous pouvez aussi avoir cette vue information en cliquant sur le bouton de la molette. Et là, vous avez une vue temporaire. Donc, dès que vous relâchez, en fait, ça disparaît. Ce qui est assez pratique si vous voulez juste jeter un petit coup d'œil. Donc, une fois à l'intérieur, je retrouve ma géométrie de torus. Et je retrouve un autre qui est relativement similaire à ce qu'on avait avant. Donc, toujours pareil, j'ai la petite icône, la petite touche bleue ici qui me permet de le cacher ou pas. Le truc ici, évidemment, c'est que je ne peux pas le hider parce que, en fait, cette icône ici permet de choisir en fait ce qu'on veut vraiment voir comme résultat final, comme objet visible attaché au transform. Et il ne peut y en avoir qu'un seul. Donc si on veut voir plusieurs objets, si par exemple à mon transform je veux faire un truc avec un torus et puis une sphère, puis autre chose, eh bien en fait je vais être obligé de les merger, de les fusionner pour pouvoir voir la fusion. Mais chaque objet séparément, je ne pourrais pas les voir plusieurs en même temps, j'en aurai jamais qu'un seul visible à la fois. Pour les autres boutons, on reviendra dessus un peu plus tard, quoi. Alors, maintenant, le fait d'être sur notre node de géométrie, on a toutes les informations qui concernent la géométrie ici visible. Donc là, on retrouve, je suis sur un torus, donc je retrouve les deux radius, donc intérieur-extérieur, le centre de l'objet, le scale, rows et colonnes, en fait, c'est la quantité de géométrie que je vais avoir, la quantité de faces, dans un sens, enfin sur un axe et sur l'autre. Voilà, donc classique. Je peux aussi choisir le type de primitive, donc polygone, mesh, NURBS, Bézier, etc. Donc tout dépend en fait de ce que je veux faire derrière. Pour le moment, je vais le laisser en polygone.
La connectivité, donc en fait, c'est comment est-ce que les faces sont représentées. Donc là, je suis en quadrilatère, mais je peux mettre, voir uniquement les rows. Donc là, si je regarde, voilà, ça me fait des tranches, en fait. Uniquement les colonnes. Ligne, rows et colonnes. Donc là, ça me fait un truc, une espèce de structure comme ça. Je peux voir aussi en triangle. Donc là, on a tous les éléments qui sont connectés sous forme de triangle, quadrilatère, c'est ce que j'avais tantôt. Alternating triangles, en fait, on a chaque fois une connexion dans un sens puis une dans l'autre pour les triangles. Donc ça fait des espèces de formes de diamants comme ça. Ce qui peut être assez pratique aussi. Et en reverse triangle, en fait, c'est le contraire en fait du triangle, niveau découpe des quadrilatères. Je vais rester sur les quadrilatères pour le moment, c'est assez pratique. On peut choisir aussi l'axe sur lequel le torus a été créé. Donc là, j'étais en Y, donc en fait, j'ai mon torus qui est autour de l'axe Y, mais je peux me mettre aussi bien en X que en Z, suivant mes besoins. Je peux modifier aussi la position, donc le centre, je peux le mettre plus loin ou quoi. Donc en fait, le pivot de l'objet, ça va toujours être à l'endroit où j'avais mon transform, mais la géométrie, elle, est complètement décalée. J'en profite pour vous montrer un peu aussi le système ici qui permet de manipuler les objets. Donc là, je clique sur le bouton milieu de ma souris, donc sur la molette. Donc si je reste ici au milieu, je manipule, donc je fais des steps de 0.1. Si je monte plus haut, je fais des steps de 1. Et si je monte plus haut encore, des steps de 10. Et plus bas, je peux descendre à 0.1, 0.01 ou 0.001. Ouais. Donc ça permet très facilement de faire des tests à différentes échelles. Donc si vous avez des ajustements fins à faire, vous descendez en 0.001. Sinon, voilà. Donc très pratique comme système. Alors, en fait, cette géométrie, je peux la remplacer par n'importe quoi. Donc je peux supprimer le node ici, par exemple, donc forcément on ne voit plus rien. Et là, je vais pouvoir mettre n'importe quel autre node de géométrie de base, ou même une série de nodes qui va me générer une géométrie intéressante. Alors pour faire apparaître la liste en fait, des nodes que je peux utiliser, je peux soit cliquer bouton droit, ça c'est une façon de faire, je peux appuyer sur Tab aussi. Personnellement, moi j'utilise beaucoup le Tab, et une fois qu'on a lancé le Tab, en fait, on peut directement taper un terme de recherche. Donc par exemple, si je veux mettre une sphère à la place, si je mets SPH, hop, et voilà, il me propose tous les trucs dans lesquels il y a sphère, ou SPH en tout cas. Et donc là, je vais utiliser la sphère, et je la dépose là, et maintenant je me retrouve avec un objet sphérique ici. Alors, là c'est pareil, en fait on va retrouver des paramètres qui vont être propres à la primitive que j'ai ici, qui est donc la sphère. Alors j'ai en forme j'ai la forme en fait sphérique qui est considérée comme primitive réellement. Donc là en fait il n'y a pas vraiment de géométrie, etc. Il considère ça comme une sphère. Voilà. Maintenant on peut se mettre en mode polygonal. Donc là ça part en fait d'icosaèdres, etc., qui sont de plus en plus subdivisés. Donc quand on est dans ce mode-là, on a le frequency qui permet de choisir le niveau de subdivision. Ici, on retrouve le même système qu'il y avait dans Substance Designer. Donc le slider ici, il ne va pas plus loin que 10, mais si j'ai envie d'avoir une sphère bien plus subdivisée, il suffit de taper 15 par exemple, et voilà. Donc, et dès que je vais réutiliser le slider, hop, je me retrouve dans le range qui était prédéfini jusqu'à 10. Donc on peut vraiment rentrer les valeurs qu'on veut, si on a un truc super défini, voilà. Donc ça c'est parce que je suis en mode polygonal. Maintenant si je mets en mode polygone mesh, on retrouve les sphères plus classiques comme celles que j'avais utilisées tantôt. Donc là je suis en mode sélection, pardon, voilà. Donc je retrouve, je vais passer en headlight, voilà, ce sera un peu plus clair. Donc là je retrouve le nombre de lignes et de rows et de colonnes qui permettent de définir la densité de la géométrie de ma sphère.
Je peux choisir sur quel axe je crée ma sphère, donc X, Z ou Y. Et d'autres options aussi. Est-ce que je fais de la triangulation sur l'épaule, etc. Il y a d'autres modes aussi. Il y a le mode mesh. Honnêtement, je ne connais pas encore bien la subtilité qu'il y a entre les deux. Il y a le mode NURBS, Bézier et Polygone Soup. Voilà. Donc, je vais revenir sur un truc un peu plus classique, Polygone Mesh. Donc, je vais mettre un petit peu plus de géométrie pour faire quelques essais de manipulation de géométrie. Voilà. Donc, par exemple, si je veux faire une modification de mon objet, en fait, je peux rajouter des nodes qui vont modifier l'objet. Donc, par exemple, ici, je peux rajouter un node twist qui va me permettre de tourner l'objet, de twister l'objet. Et donc là, ça devient du nodal. Hein. Donc, je connecte ma sphère au twist ici. Et le twist, ça va me permettre de tourner ma sphère. Donc là, je peux choisir sur quel axe je twist. Voilà, donc là, je vais le faire plutôt sur l'axe Y. Alors, on voit que j'ai les deux sphères, en fait. J'ai la sphère non modifiée et la sphère modifiée. Pourquoi ? Parce que j'ai mon twist qui est sélectionné, mais c'est ma sphère toujours qui a le tag bleu. Maintenant, si je veux plus voir en fait la sphère d'origine, mais voir vraiment le truc twisté, il faut que je clique ici dessus pour le rendre visible. Et donc maintenant, quand je twist, eh bien, je ne vois vraiment que la sphère twistée, quoi. Donc là, on peut complexifier un peu le résultat final si on veut. Hein. On peut rajouter d'autres éléments, etc. Comme je disais, on peut fusionner éventuellement. Donc on peut faire quelque chose d'un peu sympa ici. On peut toujours évidemment revenir au node original et par exemple changer la géométrie, la quantité de polygones qu'on a. Et si je reviens voilà, sur mon twist, on voit la version plus allégée de la sphère. Alors il y a pas mal de nodes, il y en a vraiment une quantité mais monstrueuse en fait. On sait faire énormément de choses différentes. Plein de modifications de polygones, etc. Et il y a plein de nodes qui sont très très puissants. Donc par exemple, si on veut faire quelque chose d'assez sympa, on va mettre par exemple une deuxième sphère qui va servir. J'aimerais bien en fait à chaque vertex, ici le long de mes lignes ici, j'aimerais bien mettre en fait une sphère par exemple, pour créer des petites sphères sur la grosse sphère. Alors pour ça, je vais créer déjà mon objet sphère. Donc je refais un tab ici où je mets sphère. Hop, là. Et donc je la mets visible. Je vais faire un radius bien plus petit, 0,05. Donc on voit ici, on a un radius X, Y et Z qui permet vraiment de faire ce qu'on veut niveau forme en fait, écrasé, plus ou moins écrasé. Donc je vais partir sur polygone et je vais mettre quand même pas trop, je vais quand même mettre frequency de voilà. Donc ça va être ma petite sphère qui va venir se mettre par dessus la grosse ici. Et donc comment je vais faire ça? Eh bien je vais utiliser un node qui s'appelle copy to points. Donc copy to points qui permet de copier un élément vers les vertices de l'autre en fait. Donc on voit du coup on a bien deux entrées. Donc en fait en se mettant dessus on voit à quoi ça correspond. Donc là je mets primitive to copy et target point to copy to. Donc le primitive to copy c'est bien la sphère, hop, ici. Donc je vais me mettre plus sur le côté ici, question de ne pas croiser les flux. Donc, j'ai ma petite sphère qui est connectée ici, et là, hop, je choisis l'objet en fait sur lequel je vais spawner. Et donc, je me retrouve maintenant avec plein de petites sphères qui ont été spawnées sur la grosse. Et donc, pour voir le résultat, je sélectionne à nouveau ici. Évidemment, la grosse sphère a disparu parce que je n'ai utilisé la grosse sphère que comme template.
Maintenant, si je veux garder la grosse sphère en plus des petites sphères, eh bien en fait je vais devoir faire un merge des deux. Donc je vais devoir prendre ma sphère twistée ici et mon objet ici. Donc en fait si j'ai envie de voir et ça, eh bien en fait je vais devoir faire un merge qui va en fait fusionner les deux géométries en une seule. Donc le merge, on peut mettre plein de trucs dedans et ça va au final donner une seule géométrie. Donc si je mets hop, les deux dedans et que je sélectionne le merge, maintenant je vois le résultat final qui est la combinaison de la grosse sphère et des petites. Donc je peux évidemment modifier toujours ma sphère d'origine. Donc ici mes petites sphères, je peux les simplifier. Je peux changer le radius. Donc vraiment je peux faire ce que je veux. Et pareil en fait pour la grosse sphère, je peux aller modifier le nombre d'éléments par exemple en hauteur. Voilà, comme ça je peux faire quelque chose peut-être un peu plus sympa. Je peux changer toujours le twist, etc. Enfin, tout est toujours accessible. Donc c'est vraiment ça qui fait la puissance d'Houdini, c'est que c'est vraiment non destructif. Donc tout élément peut toujours être réutilisé, remodifié d'une autre manière, copié, etc. Voilà, et donc avec ça maintenant, j'ai mon premier objet que j'ai complètement modifié ici à l'intérieur. Et donc si je reviens de l'extérieur, je me retrouve avec un seul objet qui est l'objet qui s'appelait Taurus. Donc maintenant je vais peut-être changer son nom. Donc simplement en cliquant dessus, on peut changer et ça va être un Twisted Sphere. Voilà. Donc voilà, première prise en main en fait des nodes. On entreaperçoit la puissance qu'il y a derrière, mais on n'a encore fait vraiment que de commencer. La prochaine étape, ça va être de commencer à placer des objets les uns par rapport aux autres en tenant compte en fait, par exemple, de la taille d'un objet pour placer un autre exactement par-dessus le premier objet, etc. Donc ça, c'est ce qu'on va voir lors de la prochaine vidéo.